Imaginez donc, nous sommes au début du XXe siècle, il y a environ 100 ans, 5000 Américains se font alors greffer des testicules de bouc. Vous avez bien entendu, notre invité en rit déjà. Et oui, parce qu'il croyait en tirer un surcroît de virilité. Bonsoir Eric Young, merci d'être avec nous. Vous souriez déjà et pourtant c'est votre enquête. Vous êtes journaliste, vous êtes auteur de ce livre intitulé « Escroquerie légendaire et autres histoires de la délinquance astucieuse » aux éditions du Cherche-Midi. Alors c'est vrai que ça prête à sourire, même quand on connaît bien l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter de quoi il s'agit au juste? C'est une histoire extraordinaire. Et il faut savoir que Romulus Brinkley, c'est le nom de la personne de l'escroc, on va dire, est une légende aux États-Unis. C'est une légende officielle. Il a été reconnu comme légende des États-Unis, où d'ailleurs sa maison, on la visite. Elle est juste sur la frontière mexicaine, parce qu'il avait l'habitude, pour éviter le fils qui passait d'un côté américain et ressortait de l'autre côté, c'était mexicain. Et Romulus Brinkley a une vie extraordinaire, mais depuis le début. Il est né dans une bergerie, peut-être un signe, et il a toujours voulu être médecin. Mais sa condition sociale ne permettait pas, il n'avait pas... Donc il a acheté un diplôme. Avec ce diplôme, il est devenu pseudo-médecin, et puis à force d'aventure, mais véritablement d'aventure comme il peut y en avoir dans l'Ouest américain de cette époque-là, c'est-à-dire à la fin du 19e et début du 20e siècle. Et là, il a décidé, avec un ami, de faire greffer avec des vrais chirurgiens des testicules de bouc, sur des hommes qui étaient en manque de virilité. Et en partie, ça aurait marché, en d'autres parties, non. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a eu évidemment beaucoup d'infections, beaucoup de problèmes de santé, il y a même eu des morts. C'est qu'il n'a jamais été condamné, il n'a jamais fait de la prison, mais il a quand même perdu la fortune parce que, grâce à ça, il avait monté une dizaine de cliniques dans tous les États-Unis, dans l'ensemble du territoire américain. Et puis, il y avait tellement de monde, c'est que son petit village du côté d'Arkansas, on a été obligé de mettre une poste supplémentaire parce qu'il y avait du courrier, la SNCF, l'équivalent les trains venaient parce qu'il y avait plein de visiteurs, plein de gens et c'était une curiosité qu'on venait voir. Juste Eric Young, ce qui frappe, c'est bien entendu le côté astucieux de cet homme, de cet escroc, mais c'est aussi l'incrédulité. Alors certes, c'était des personnes, vous le dites, fragiles. Des personnes fragiles, certes, incrédulité, vanité aussi, et je dirais que c'est la règle de 3 des escrocs, c'est-à-dire qu'il y a la crédulité, mais l'histoire est tellement énorme, tellement grande, tellement forte. Et alors, ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que Romulus Brinkley s'était fait une telle réputation, c'est qu'il était devenu ami avec le patron des grands journaux américains. Il était dans les journaux People, on dirait à l'époque. C'était un personnage véritablement qui dépasse l'entendement et qui a vécu comme ça toute sa vie. Alors d'ailleurs, ça repose aussi sur la mythologie humaine, selon laquelle cet animal, le bouc, serait symbole de fertilité, ce qui, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas forcément prouvé. Ce qu'on remarque aussi, c'est que c'est universel, ça dépasse les frontières, les escroqueries, la délinquance astucieuse. Là, on est aux États-Unis, mais vous nous faites voyager en France et sur plein de continents. Oui, ce qu'il y a toujours, moi ce que je trouve extraordinaire dans ces histoires, et c'est pas faire l'apologie de l'escroquerie, pas du tout, mais il y a tellement une faiblesse humaine du côté des victimes, c'est-à-dire qu'il y a cette vanité, il y a ce vouloir toujours avoir quelque chose en plus, être privilégié, et ça les escrocs le savent très bien. Et par exemple, moi je trouve extraordinaire l'affaire Imbert. L'affaire Imbert, c'est quoi? C'est une dame, alors qui va monter, on va pas raconter toute l'histoire, mais qui va monter des histoires familiales entre elles, faire des alliances avec des hommes politiques, de mariage, etc. Mais néanmoins, c'est une femme qui va se faire prêter 110 millions de francs or. En disant qu'elle a hérité d'un Américain qu'elle a rencontré dans un train. Dans un train. Et elle met, soi-disant, le testament, parce qu'il y a un testament, dans un coffre. Ce coffre-fort prône au milieu du salon, où elle fait des réceptions, et les gens passent devant, et elle monte, c'est là où les papiers officiels sont là, c'est là, ma fortune, elle est là. Et il y a des gens qui se font avoir, mais des hommes d'affaires, des hommes politiques. Elle achète un château, et d'ailleurs, un jour, un juge dit, montrez-nous ce qu'il y a dans ce coffre-fort. Et il y avait un penny, pour la petite histoire. Ponzi, d'abord Victor Lustig, peut-être. Alors ça, c'est totalement fascinant. Alors, Victor Lustig, il est connu pour avoir vendu la Tour Eiffel en pièces détachées. Alors, il a même failli la vendre 2 fois. C'est un Américain.
Il est venu s'installer à Paris, à l'hôtel Crillon en l'occurrence. Il a fait faire des papiers officiels comme quoi d'un ministère. Ouais. Et puis il a fait des appels d'offres auprès de ferrailleurs. Il en a retenu 6. Et dans les 6, il en a retenu un. Et il n'y a pas eu de plainte de déposer tellement le ferrailleur était honteux de s'être fait avoir, mais il a réussi à vendre la Tour Eiffel en pièces détachées. Vous imaginez un peu. Mais ça, c'est rien. Ouais. Je trouve le plus extraordinaire encore, Victor Lustig, c'est qu'il a réussi à escroquer Al Capone, c'est-à-dire le parrain des parrains. C'est-à-dire l'affaire traverse l'Atlantique. L'affaire traverse l'Atlantique parce qu'il est américain. Dès qu'il a fait son escroquerie, il retourne aux États-Unis et commet d'autres escroqueries pour lesquelles il se fait arrêter. Et il est envoyé à la prison d'Alcatraz et là, il rencontre Al Capone. Et Al Capone considère qu'il est si intelligent qu'au lieu de le couper en petits morceaux, comme ça aurait dû être son cas après avoir escroqué Al Capone, il le prend comme conseiller financier. Ouais. Alors on va peut-être pas raconter non plus toutes les histoires, on va laisser nos téléspectatrices et nos téléspectateurs acheter votre livre, mais juste quand même la pyramide de Ponzi, en quelques mots, elle fait encore des victimes de nos jours, hein, il me semble. La pyramide de Ponzi, c'est un système assez simple. C'est on fait rentrer de l'argent sur des prêts pour faire gagner de l'argent avec des taux d'intérêt souvent bien au-delà de ce qu'ils sont estimés. Et puis on le voit à l'image d'ailleurs. Voilà, on paye, les gens payent normalement, mais sauf que les derniers, on prend sur les derniers qui rentrent. Ce qui fait que quand quelqu'un demande à un moment ou à un autre de rembourser le capital et les intérêts, celui qui a monté cette pyramide de Ponzi, du nom de Ponzi, c'est le premier escroc qui a fait ça, on peut plus. Et là, c'est les bulles qui éclatent, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Madoff n'était donc pas le premier. Madoff était, voilà, c'est... Et le phénomène est si important qu'aux États-Unis, le FBI a monté une cellule spéciale avec plusieurs fonctionnaires de police qui ne travaillent que là-dessus, que sur la pyramide de Ponzi. Alors, en prélude à ce livre, Eric Jung, vous citez un extrait du Code des gens honnêtes d'Honoré de Balzac, que je vais lire à l'antenne. L'escroquerie emporte après l'idée d'une certaine finesse, d'un esprit subtil, d'un caractère adroit. Vous nous le disiez au début de cet entretien, ces escrocs fascinent énormément. Il y a une certaine... on regarde l'escroc pas d'une autre façon qu'un voyou, qu'un truand, qu'un braqueur. Parce que généralement, il n'y a pas de sang. C'est souvent l'escroquerie, c'est souvent la ruse. Mais il y a... C'est pour ça que j'ai pris que dans ces affaires d'escroquerie que des affaires à caractère humain. C'est-à-dire qu'il y a des vrais personnages comme Lustig qui, pour déclarer sa flamme, carrément, prend un éléphant et amène des diamants et une dulcinée pour faire voir que, voilà, il est le plus grand, le plus beau, etc. Et puis, c'est des hommes intelligents. Enfin, je dis des hommes parce qu'il y a, à part Madame Imbert, c'est la seule femme avec Madame da Silva dans le livre qui a vendu des morceaux de paradis, quand même, pour de vrai. Elle a vendu des appartements au paradis. Des appartements au paradis. Et il y a peu de femmes. Mais l'escroc, on le regarde avec une certaine gentillesse, une certaine... on ne critique pas vraiment. Et on rêve presque de faire ça. Ouais, on rêve d'avoir fait ce qu'il a fait, d'avoir été aussi malin. Voilà. Merci beaucoup, Eric Jung, escroquerie légendaire et autre histoire de la délinquance astucieuse. C'est aux éditions du Cherche Midi. Merci d'avoir été avec nous.